Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que je suis contente d'avoir réussi à tenir le choc, parce que ce que je dis dernièrement, en tout cas à ma famille, à ma belle famille, c'est que si on était arrivé en janvier 2020, on serait rentré. Je pense que j'aurais pas réussi à surmonter. Tu peux pas rencontrer personne. Je pouvais rencontrer personne, même si les Français t'arrivaient quand même à te voir un petit peu avec la pandémie. Rencontrer des nouvelles personnes, je pense que quand même ça aurait été difficile. Heureusement qu'on est arrivé 1 an avant. Je suis assez, je pense ça fait un peu prétentieux, mais assez fière de le chemin parcouru. Lundi matin, on est le 3 janvier 2022. Il est 9h moins le quart du matin et je suis en route pour Davis Square, un quartier que j'affectionne tout particulièrement autour de Boston. Allez, je suis un peu à la bourre. Vous allez me dire comme d'habitude. Je me dépêche, il faut que je traverse la place de Davis Square. Salut, c'est Anne-Fleur. Vous écoutez bien French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre ailleurs. Alors là, vous m'entendez marcher à vive allure dans les rues glaciales de la banlieue ouest de Boston. Je suis en chemin pour un petit café indépendant dans lequel je vais retrouver Charlotte. Charlotte, elle est française et elle vit à Los Angeles depuis 3 ans. Après des débuts difficiles qu'elle a d'ailleurs racontés au micro de Cindy Collet dans Expat Family, elle s'est finalement ancrée dans sa vie californienne avec sa petite famille qui s'est d'ailleurs récemment agrandie. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve à Boston ? Parce que Charlotte y est en vacances. Et je l'ai contactée parce qu'en fait on échange depuis plusieurs années et ses derniers partages sur les réseaux sociaux m'ont un peu déchiré le cœur. Attendre un enfant puis le mettre au monde dans un pays qui est fermé hermétiquement, c'est ce que Charlotte et de nombreuses autres familles dans le monde ont vécu depuis le début de la pandémie. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. C'est parfait. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. T'es déjà en train d'enregistrer ? Ouais. Bon, happy 2022 ? Merci, toi aussi. Je viens de Los Angeles et du coup on est arrivé en janvier 2019 et là en fait on est venu sur la côte Est parce qu'avec la pandémie on ne peut pas rentrer en France à cause de problèmes de papier et de visa et du coup on est venu sur la côte Est pour fêter les fêtes avec mes beaux-parents, ma belle famille même qui sont venus de France. Génial. Pour fêter Noël. Alors je suis née en Normandie, à Deauville et après j'avais 10 ans on a déménagé en Bourgogne à Chalon-sur-Saône, à côté de Chalon-sur-Saône et puis vers 19 ans après le bac je suis partie faire des études à droite à gauche. D'accord. Donc en fait c'est difficile pour moi de dire vraiment d'où je suis parce que voilà je suis née en Normandie et puis après j'ai vécu en Bourgogne et maintenant on est à LA. Donc à la question que les Américains adorent poser, where is home, tu dis quoi ? C'est quand même la France et en France c'est difficile. C'est vrai quand on va en Normandie je passe toujours devant ma maison dans laquelle j'ai vécu pendant 10 ans. C'est vraiment un point que j'adore passer, voilà. Et après la Bourgogne, je sais pas si je ferai la même. Alors, je me permets une toute petite pause. Là, vous vous demandez, mais c'est quoi ce bruit ? En fait, je vous explique. On est tout début janvier 2022. Il fait un froid hallucinant dehors, dans les -5, -10, et on est en plein pic Omicron. Ce qui fait que les ventilations et les chauffages sont à fond. Et donc vous allez voir, il y a des moments où le chauffage et la ventilation, on les entend bien dans cet épisode. Il y a des moments où ils les éteignent, c'est très agréable. Je suis désolée, malheureusement, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Alors, on a de la visite aujourd'hui. Tu n'es pas venue toute seule. Non. C'est trop mignon. Bonjour Léone. Et là, elle louche sur le micro.
Léon a 5 mois dans quelques jours. Exactement, le 9 janvier. Écoute, on va en discuter. Ouais. Est-ce que si on revient un tout petit peu en arrière, donc tu viens donc de Normandie, de Bourgogne, de France, tu es là depuis 2019. Qu'est-ce qui t'a amené aux États-Unis? Et puis je crois donc que t'es pas venue toute seule. D'accord, il y a Léon qui est là depuis pas longtemps, mais t'es pas venue toute seule non plus. On est arrivé en janvier 2019 et on est venu pour le travail de mon mari. Il avait développé une start-up en France qui fait des produits qui protègent des ondes et il a eu la chance d'intégrer un accélérateur à Santa Monica. Et donc du coup, on est venu ici pour qu'il puisse développer son entreprise plus vite. D'accord. Et c'était un projet que vous aviez en famille? Oui, non, vraiment pas. Arrivé, en fait, j'ai vraiment un sentiment de déracinement. J'aimais ma vie toute simple, toute tranquille. J'allais au travail à pied, je déposais mon fils. T'habitais où avant de partir? On habitait à Bagnolet. D'accord. À côté de Paris, collé à Paris. C'était très facile d'aller au travail à pied. J'avais mon travail à pied, la crèche à pied, tout était simple. Ma famille était là, enfin voilà, mes amis. Et je me suis retrouvée ici à LA, toute seule. Mon niveau d'anglais était plus que catastrophique. On est du coup venu accompagner, en famille avec Marcel, qui à l'époque n'avait pas encore 3 ans. Ah ouais. Et donc il avait besoin aussi beaucoup de sa maman. Et qui avait besoin de moi. Et moi, j'avais du mal à être assez présente. Tu vois, je pleurais beaucoup. J'avais besoin de rencontrer et d'avoir des amis ici et des amis français. Parce que je parlais pas bien anglais. Aujourd'hui, je parle mieux anglais et c'est difficile pour moi quand même de lier des amitiés avec les Américains. Ou il faudrait que j'essaie avec des étrangers, mais anglophones ou j'en sais rien. Ou qui ont l'empathie en fait aussi de savoir que voilà, c'est pas ta langue native, que tu fais de ton mieux, mais qui prennent le temps de... Après, je trouve que les Américains sont quand même très gentils quand même, prennent assez le temps de comprendre. Bon, pas tous, mais ça arrive quand même. Mais après, voilà, j'avais besoin de refaire un cocon français. Il y en a qui le fuient, moi j'en avais vraiment besoin. Donc voilà, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. En fait, Charlotte a fait une dépression. On n'en parle pas si souvent des dépressions à l'arrivée en expatriation. On pense qu'il ne faut surtout pas se plaindre car finalement, on a décidé de quitter la France de nous-mêmes. Bien entendu, c'est plus compliqué que ça. On a le droit de souffrir, d'aller mal et surtout de se faire aider. C'est ce qu'a fait Charlotte, qui a trouvé une psychologue américaine qui parlait français. Après quelques séances, en français donc, ça allait mieux et elle a pu se concentrer de nouveau sur le reste de son aventure californienne. Je suis dans les canaux de Venise. Je sais même pas si vous allez réussir à m'entendre avec tous ces canards qui s'éclatent. Voilà, je suis dans les canaux de Venise, juste ma happy place à LA, un endroit où j'aime me retrouver quand ça va et quand ça va pas aussi. C'est calme, tu peux marcher tranquillement dans les allées, t'es entouré de palmiers, de jolis ponts, d'eau. Enfin bref, c'est vraiment le bonheur cet endroit. C'est un peu un petit poumon au milieu sur la côte ouest de LA. Voilà, c'est juste le bonheur de se balader ici. Arrivée début 2019 aux États-Unis, au bout d'un an, sur place, ça va mieux. Charlotte me confie que pour s'ancrer sur Los Angeles, dans sa vie, il lui faut rencontrer du monde. Après une rencontre via Instagram, la voilà lancée. Les réseaux sociaux d'ailleurs, elle les remercie, car c'est grâce à eux qu'elle s'est fait beaucoup d'amis sur place. Surtout français, car il lui est plus facile pour le moment de se lier dans sa langue maternelle. Mais vous me voyez venir. Là, on est début 2020. Et en 2020, qu'est-ce qui s'est passé ? Le début de la pandémie. Alors pour Charlotte, qui venait de retrouver une vie sociale, tout s'est arrêté d'un coup. Un choc, beaucoup de questions, énormément d'angoisse. Avec la pandémie est arrivée la fermeture des frontières américaines. On en a déjà parlé dans un épisode spécial de la série Should I Stay or Should I Go ? Mais en gros, la manière dont ça a impacté Charlotte, c'est que n'étant ni résidente permanente ni américaine, elle ne pouvait plus sortir du pays au risque de ne plus pouvoir y revenir. Donc voilà, il y a eu des mois difficiles. Il y a eu l'anniversaire de mon fils qui est arrivé le 31 mars. Ouais. Et super dur aussi parce que bon, le pauvre ne comprenait pas trop. Mais j'ai une amie qui m'a dit écoute, allons dans un parc et juste un gâteau, tu vois. Juste leur famille et notre famille, c'était
pas interdit, parce qu'il y en avait qui le faisaient, mais c'était pas tout à fait autorisé. Mais on s'est dit, il faut qu'on essaye de faire quelque chose quand même. Voilà. Et vous avez eu un confinement, parce qu'on compare souvent les États-Unis à la France. En France, ils ont eu un confinement très strict avec autorisation, etc. À Boston, c'était on vous conseille de ne pas sortir. Et les gens suivaient les conseils. Mais il n'y avait pas d'interdiction. Alors qu'en Californie, ça avait l'air quand même vachement plus strict, non ? Franchement, en fait, je pense que c'est nous qui nous sommes enfermés avec nos amis, nous. On s'est dit, non, il faut qu'on reste enfermés. Ouais. Mais je crois qu'au bout d'une semaine ou deux, ou je sais plus, on s'est dit c'est plus possible. Enfin, on peut pas rester enfermé. Alors je comprends que les Français, ça a dû être terrible. Ça a dû être horrible, ouais. Mais la différence, je trouve, avec la France, c'est qu'en tout cas à LA, tu peux marcher dans un quartier et ne croiser personne. Ouais. Même sans pandémie. C'est tellement immense que voilà. Donc vous pouvez juste faire le tour de notre quartier, voilà. Mais oui, c'était vraiment dur de se sentir enfermé et loin de nos familles, et la peur pour ceux qui sont en France. Ouais, mais on s'est quand même enfermé pendant plusieurs mois, entre guillemets. En tout cas, on n'a pas vu de personne, sauf pour l'anniversaire de notre fils, jusqu'au mois de juin à peu près, je crois. Et puis après, par contre, on a lâché un peu la bride. Ouais. Et puis bon, on savait un peu plus ce qui se passait aussi, on en connaissait un peu plus. Donc voilà, ça nous a beaucoup impacté. On n'est pas rentré en France pendant 2 ans, et encore aujourd'hui, en plus on a des problèmes de papier, peut-être qu'on en parlera après. Et du coup, on en a profité pour voyager. Donc on a quand même fait des magnifiques voyages. L'été 2020, on est allé à Yellowstone. Et du coup, on était à Yellowstone sans beaucoup de touristes, parce qu'il y avait quand même des gens, mais pas énormément. Ouais. Et au final, les étrangers peuvent pas venir, quoi. C'est ça. Et puis on se sentait quand même bien en sécurité. On était toujours dans notre voiture. On a campé. On a fait très peu d'hôtels. Voilà, on a essayé de limiter les contacts. Donc voilà, c'est l'avantage, on doit dire, de cette pandémie, c'est qu'on a pu voyager un peu Vous avez autour de découvert d'autres manières d'explorer. C'est ça. Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. Le travel ban, donc on le disait, c'est Donald Trump à l'époque qui était président des États-Unis, qui a annoncé courant mars fermeture des frontières, pas pour tout le monde, mais pour les détenteurs de visa et pour des pays en particulier où à l'époque la pandémie était moins bien gérée. Les choses ont évolué comme tout le monde le sait, mais c'était donc notamment la Chine, l'Europe, la zone Schengen. Et c'est tout l'Amérique du Sud, non je crois qu'il y a eu l'Amérique du Sud quand même, le Brésil et tout ça aussi. Je crois qu'ils n'avaient pas le droit de venir aux US. C'est ça. Et donc c'était fermé, mais c'était fermé si les gens essayaient de venir directement, mais ils pouvaient faire ça. Il y avait une espèce de loophole, comme on dit. Ouais, alors il y avait plusieurs possibilités. On pouvait fallait passer 14 jours dans un pays hors espace Schengen. Mais par exemple, je crois pas le Canada, parce que le Canada aussi avait drôlement fermé ses frontières. Mais par contre, tu pouvais faire le Mexique ou, comme une super copine, Alison, fait la Turquie. Mais il fallait rester 15 jours dans ce pays-là. 14 jours. C'est un budget, le temps. On voulait toujours pas prendre le risque. Encore une fois, pour l'entreprise de Thomas. Puis finalement, on avait un peu peur. Moi, j'avais quand même un peu peur de ce virus, etc. Alors Thomas m'a dit, si vraiment tu vas, parce que vraiment ça a des moments ça allait pas, rentre en France et puis fais 15 jours au Mexique. Et nous, on viendra te retrouver pendant une semaine sur les 2. Mais sincèrement, je me voyais pas faire ça, parce que je voulais au moins passer 15 jours en France. Donc en plus, 15 jours au Mexique, ça fait 1 mois à le laisser gérer tout seul, notre fils. Oh, il est tout à fait capable, on est bien d'accord, c'est pas du tout ça, mais je trouvais que c'était un peu, ça faisait beaucoup. Long. Et du coup, en effet, nous, on était donc détenteurs de visa et impossible de rentrer comme on voulait. Ouais. À mesure que tout ça progresse, voilà, on attend, vous attendez vos papiers, vous attendez tout ça. Et
tu tombes enceinte. Ouais. En 2020, on s'est dit pourquoi pas. Alors pas en début 2020, évidemment. Pareil, le moral n'était pas au beau fixe, mais au fur et à mesure. Et puis là, tu découvres les règles de la santé, les règles des assurances maladie aux US. Ouais. En tout cas, la nôtre, qui est en fait une internationale, me demandait d'avoir 10 mois de carence, 10 mois pendant lesquels je n'ai pas le droit de tomber enceinte, ou en tout cas, ce ne sera pas pris en charge. En fait, pourtant, tu étais déjà là depuis 1 an. J'étais là depuis 1 an, mais on n'avait pas souscrit la grossesse, la maternité. Ah, tu t'apprends l'assurance grossesse. Ah, d'accord. Donc, en fait, si je voulais rester avec cette assurance-là, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le truc horrible avec les US, c'est toute cette partie financière et te calculer pour avoir un bébé. Et là, franchement, c'était à des moments, c'était too much pour moi. Mais on a demandé à notre assurance, ils nous ont dit qu'il faut souscrire à l'assurance maternité. Et pendant 10 mois, en gros, vous payez pendant 10 mois, sans être enceinte. Et à partir du 10e mois, vos examens médicaux seront pris en charge. Dingue. Et là, j'étais mais c'est pas possible. Et puis après, donc ça, c'était avril 2020, on va dire. Ça met un peu de temps, on trouve une brokeuse, elle nous trouve une autre assurance qui est moins bien, mais bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix, et je souscris cette assurance-là. Parce que donc, tu ne voulais pas attendre 10 mois, ça. Je voulais pas attendre 10 mois. Je suis assez impatiente. Ouais. Non, mais une fois que tu as décidé, c'est on ça. y va, quoi. Okay. Une fois que j'ai décidé... Ça se trouve, ça prendra 10 mois, mais si jamais ça prenait pas, bah... C'est ça, c'est ça. Ça se trouve, ça aurait pris 10 mois, et donc, on a changé d'assurance. En milieu d'année 2020 et en fait fin d'année 2020 on s'est dit vas-y c'est bon maintenant. Alors finalement les 10 mois de carence ils auraient été bons tu vois avec notre ancienne assurance, mais pour moi c'était pas concevable de se dire il faut attendre si ça met plus de temps à arriver, si c'est le deuxième, j'ai quand même 35 balais, on sait jamais, ça peut mettre du temps, et on a essayé et je suis tombée enceinte très facilement et du coup c'est bon, voilà, on a été très chanceux. Ouais. Et voilà, ça a été le début de la grande aventure de la grossesse aux États-Unis pendant la pandémie. Comment ça s'est passé la grossesse? Et loin de la famille, j'imagine, devenir une deuxième fois maman loin de sa maman? Ouais, alors ça c'est vraiment le truc difficile parce que finalement ma maman ne m'a jamais vue enceinte. Alors, en photo, en vidéo, c'est déjà pas mal parce que si c'était il y a 15 ans, il n'y aurait même pas eu ça. Mais il y a 15 ans, je ne me serais pas expatriée. Mais voilà, je me dis que ma mère ne m'a pas vue enceinte. Et une phrase que ma belle-mère m'a dit il y a quelques jours, c'est on est heureux d'être là et on est heureux de la voir parce que ça nous permet vraiment d'acter sa présence, quoi, parce que sinon tu la vois qu'en photo, en FaceTime. Et ils l'ont jamais pris dans leurs bras. Et donc un peu difficile de vivre cette grossesse, mais en soi ma grossesse s'est extrêmement bien passée. J'adore être enceinte, donc voilà, et ça se passe très bien. J'ai fait tous les rendez-vous médicaux avec une gynéco en anglais. Wow. Donc ça évolue. Seule. Ouais, ce que j'allais dire, avec la pandémie, ils pouvaient pas venir avec toi, Thomas? Non, seule. Les échos, seule. Première échographie, seule. Alors oui, j'en ai déjà eu un, d'enfant. Mais je me disais, voilà. Ça n'empêche pas que tu fais pas ton bébé tout seul, quoi. Ouais, et puis bon, finalement, voilà, il y avait la nana qui faisait l'échographie, était tout à fait d'accord pour que je filme, enfin pour qu'on soit en visio et tout, donc sympa. Ça limite les choses, mais je trouve que c'est quand même difficile à chaque échographie. Il a pu en faire une avec moi, celle qui dure 45 minutes où il regarde vraiment tout. À la moitié de la grossesse? Comment? À la moitié de la grossesse. À la moitié de la grossesse. D'ailleurs, la fois où mon mari a vu le sexe de notre fille, enfin, a vu que ça allait être une fille alors qu'on ne voulait pas de savoir, on voulait que ce soit une surprise. Le gynéco a fait une boulette, donc finalement, on a fait à l'américaine derrière, on a fait la gender reveal. Gender reveal, alors c'est quoi le gender reveal? Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Gender reveal, je savais pas avant d'habiter ici. C'est vrai? C'est faire une petite fête avec des amis et où tu révèles le sexe du bébé. Parfois il y a un des parents. C'est à l'américaine, c'est grandiose. Ouais, on l'a fait assez. C'est cool. Les ventilateurs viennent de s'éteindre. On l'a fait assez tranquillement sur la plage. On n'était pas 150, mais juste nos amis, et c'était ça le bonheur. Tu choisis une façon de l'annoncer, soit l'un des parents est au courant, du coup il est dans la boucle, soit tu peux demander à ta gynéco de mettre le sexe du bébé dans une enveloppe que tu donnes à une copine, et cette copine organise. L'Amérique, c'est fantastique. Et donc nous avons tapé dans une balle de golf qui s'est révélée rose au moment de l'impact. Génial. Donc c'était une fille. Je faisais que dire que peu importe si c'était une fille ou un garçon. Mais en fait, je suis bien contente que ce soit une fille. Après, ça aurait été un garçon, je pense que j'aurais été très heureuse, mais voilà. Là, je me dis...
Trop chouette. J'ai eu les deux, donc voilà. Et en plus, on n'en veut pas fort, donc on est bien. Trop bien, la famille est au complet. La famille est au complet, exactement. La grossesse en soi, en distance avec la famille. Je pense que c'était déroutant pour ma maman, pour ma famille, mon frère aussi, mes parents, et tout ça, de voir tout ça par photo, par vidéo. C'était assez difficile. Je suis extrêmement proche de ma mère et du coup c'était vraiment difficile pour moi de pas vivre ces moments, etc. Mais finalement, on a réussi et puis mon mari était vraiment très présent. On avait nos amis autour de nous. Enfin, je veux dire, partager ça avec nos amis en France, ça aurait été génial. Après, elle est arrivée. Tout le monde est très heureux. Et là, vu que les frontières se sont réouvertes, en fait, je faisais que de dire, j'ai une fille, j'ai un enfant américain. Du coup, je ne suis plus bloquée sur le territoire américain. Ah oui, parce qu'en fait, on parlait de carte verte, on parlait de la nationalité, mais il y avait une troisième possibilité, c'était d'avoir un enfant américain. Je n'ai pas fait ma fille pour avoir un enfant américain, entendu. Nous sommes bien d'accord. Mais je faisais que de dire pendant que j'étais enceinte, de toute façon, à Noël 2021, nous serons en France, puisque notre fille est américaine. Ouais, et qu'en soi, le processus, c'est tu vas en France. Donc nous, on l'a fait venir en France parce que, puis de toute façon, Biden a ouvert les frontières, mais parce qu'elle est notre fille. Et elle nous permet de revenir aux US parce que les États-Unis ne peuvent pas empêcher un Américain de rentrer chez lui. Et si du coup, les mineurs, les parents peuvent venir. Sa famille immédiate. C'est ça. Les parents et le frère ou la sœur peuvent venir. Donc je faisais que de dire ça pendant toute ma grossesse. En Noël 2021, on se voit, on vous rencontrez ma fille, notre fille, etc. C'était sans compter qu'en été 2020, on a changé de visa. Vous étiez arrivé avec quel visa ? Visa E2, investisseur. Des histoires de levée de fonds, etc. Il y a une histoire de parts. Le visa investisseur saute quand tu n'as plus la majorité des parts. Et donc avec son associé, mon mari, sur une certaine partie, n'a plus la majorité. Et du coup, le visa saute. Mais du coup, il faut en faire un autre. Ouais. Et pendant la pandémie, c'était possible, peut-être même hors pandémie d'ailleurs, de faire le visa en étant sur le sol américain. Ça, c'est bon, on l'a, on est dans les règles. Thomas a le O1 et moi le O3. Mince, il rallume les ventilateurs. Zut, on a eu un peu de répit. Et du coup, ce visa-là, on l'a, il est validé, mais il n'est pas sur notre passeport. Pour pouvoir l'avoir sur le passeport, il faut passer dans une ambassade américaine. Dans un pays étranger, t'es pas obligé d'aller en France, tu peux aller dans n'importe quel pays. Nous, on est tout près du Mexique, donc on s'est dit Mexique, sauf que le Mexique a fermé son ambassade aux étrangers. Donc seul un Mexicain peut aller pour venir aux États-Unis ensuite. Le Canada a fait la même chose, donc on peut même pas aller au Canada. Et en France, c'est 360, j'exagère, mais je crois que c'est 250 jours avant le prochain rendez-vous. Et nous, on avait un rendez-vous en Belgique le 28 décembre, sauf qu'un mois avant, il a été annulé. Donc là, rechute entre guillemets, parce que... Ouais, c'est un ascenseur émotionnel non-stop, quoi, depuis 2 ans. Tout le temps. En plus, avec... je veux pas... Voilà, mais en plus, t'as aussi les chutes d'hormones depuis... ma mère vient de me dire, c'est le postpartum. Ah ouais, non, le postpartum, il est un peu violent quand même. Ouais, ça en rajoute. Je pense que je m'en sors pas trop mal. Ouais. Mais quand même, quand notre rendez-vous a été annulé le 28, on a fait en sorte que ma belle famille vienne. Et on voulait que ma famille aussi, à moi, vienne aussi, mais c'était plus compliqué. Ma mère était déjà venue, mon frère a 4 enfants, donc le déplacement est plus compliqué. Mais du coup, on a fait en sorte quand même de se voir, et heureusement, parce que c'est vraiment difficile de se sentir en fait complètement prisonnier. Quand j'ai déposé ma mère à l'aéroport quand elle est repartie, parce que j'ai quand même eu la chance de la voir, parce que quand Biden a réouvert les frontières, du coup ma mère s'est empressée de venir. Les frontières ont ouvert le 8, le 10, elle était là. Génial. Donc ça, c'était vraiment génial. Toute l'année 2020, on était pendus aux paroles de Biden. On s'était dit il va parler au mois de mars. Il a rien dit ou juste dit que c'était prolongé. On entendait parler du mois de mai. Finalement, rien du tout. Beaucoup de rumeurs en plus à chaque fois. Beaucoup de rumeurs, voilà. Et du coup, l'été, on s'était dit l'été quand même. Pareil. En début 2021, tu te disais quand même cet été, ça va réouvrir quoi. Que dalle. C'est resté fermé combien de temps finalement ? De mars 2020 à novembre 2021. Ah, vache. Ouais. Donc pas 2 ans, mais 18 presque. mois. Ouais. 20 mois. Et tout, voilà, c'est surtout que cette année 2021, t'étais pendu à l'annonce, quoi. Et à chaque fois, il n'y en avait pas. Et quand je parlais d'Alison, à un moment, elle n'en pouvait plus. Elle a dit moi, je rentre cet été et je passerai 15 jours en Turquie. Tant pis, mais j'en peux plus. Et c'est sûr que c'était dur. Moi, avec la grossesse, j'avais encore plus peur de faire ça. Alors, je me suis fait vacciner pendant la grossesse.
Je sais que ça a étonné parfois, surtout en France. Je crois que ça... Bon, pas ma famille ni ma belle famille, mais j'ai des amis que ça pouvait étonner, etc. Finalement, moi, tout s'est bien passé. Elle est en pleine forme. Voilà. Après, il y a eu sans doute des expériences plus dramatiques. Mais même si j'étais vaccinée, j'avais vraiment peur de prendre l'avion. Et donc, j'ai attendu que ça réouvre. L'annonce a été faite... Je crois que c'était j'avais fait même un post en effet sur les réseaux sociaux en disant ça y est, il a annoncé l'ouverture des frontières pour début novembre. Le 1er novembre, on était tous accrochés à savoir s'il allait parler. Il ne parlait toujours pas et là tu te dis... en fait, il avait dit early November, donc ça veut tout dire, rien dire. Est-ce que ça veut dire le 1er, ça veut dire le 15 On est dans le early November, on va dire. Et puis voilà, il a fini par le 27 octobre, je crois, annoncer que c'était le 8 novembre. Et donc ma mère a fini par elle est allée direct à l'agence prendre ses billets. Et elle était là le 10, comme énormément de parents. Enfin, je crois que quand l'annonce a été faite, il y a un nombre de parents d'expats qui ont pris leurs billets entre le 8 et le 15. C'était assez incroyable. On a fait une visite de LA avec une copine et il n'y avait que des parents d'expats. C'est vrai. C'était énorme. On était donc tous en français. Bien évidemment, c'était que des genre LA, Los Angeles Off-Road. Avec Elise. Invités, Elle avait dit allez, vas-y, je vais faire une visite. Et je dis ma mère elle serait trop contente. Et au final, on était avec 4 ou 5 familles, parents de familles expats. C'était très drôle parce qu'ils étaient tous débarqués entre le 8 et le 11, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, et ça a été vraiment... quand j'ai vu ma mère, franchement, arriver à l'aéroport, mon fils, il était avec moi. Et mon fils me regardait incroyable et j'ai vraiment l'image où moi je suis sur la gauche, ma mère au milieu et mon fils sur la droite de ma mère et il la regardait elle est là quoi. Alors les visios aident finalement parce que ça faisait 2 ans que voilà, c'est pas inconnu parce que finalement parce qu'il est parti tout jeune quand même, 3 ans, même 3 ans. Ouais. On a vu, il avait pas encore 4 ans la dernière fois qu'on l'a vu, mais bon, 2 ans pour cet âge-là, c'est énorme. C'est clair. Et il la regardait vraiment avec des yeux c'est incroyable, elle est là, elle est plus qu'à travers un écran. Ça fait des frissons. C'était trop mignon. On l'attend en ce moment de les retrouver, mais le départ après est tout aussi violent, d'autant plus que on ne sait toujours pas à quel moment on pourra les revoir. Vous avez besoin qu'ils viennent vous voir, quoi. Vous êtes pour le moment, on attend. attend. Alors, on a une fenêtre qui s'est ouverte sur l'été prochain. D'accord. Vous avez un rendez-vous l'été prochain ? On a un rendez-vous l'été prochain. Ça fera 2 ans et demi. À la fois voir ma famille, mon frère qui ne peut pas forcément venir facilement avec sa famille, etc. Mais j'ai besoin de voir la France, en fait. Bien sûr. Faire une pause câlin ? Ouais, je vais juste la prendre. Mais bien sûr. Oh, t'es la plus jeune invitée de French Expat. En plus, tu souris pour ma photo, t'es trop sympa. T'es trop mignonne. Mais ouais, voilà. Et puis vivre cette grossesse et cette naissance aussi, finalement. La naissance dans un hôpital américain. C'est comment ? Parce que du coup, toi, t'as connu les deux. J'ai connu les deux. T'as connu en France. Il est né où, Marcel ? Marcel, il est né au Lilas, à côté de Paris. Ils ont pris un peu plus de temps en France, tu vois. Ici, on m'a donné l'oxytocine pour accélérer l'accouchement. On t'a donné le choix ou ? Alors on me disait, faut que en fait, j'ai perdu les os comme dans un film américain, le seau d'eau, mais on va croire que je fais que de pleurer, mais c'est pas vrai en plus. Mais ça m'a tellement surprise. Pour Marcel, ça s'est fissuré. J'ai mis 12 heures à perdre goutte par goutte. Et là, c'était un seau d'eau. On a mis 2 heures à arriver. Tu vois, on était tranquille quand même. Et puis au bout de 2 heures encore, je crois qu'ils m'ont dit, ça serait bien que tu le prennes. Et puis, moi, j'ai été en contact avec une copine qui est doula, qui est à LA normalement, mais ce moment-là, elle était en France. Le terme doula, D-O-U-L-A, désigne une femme, très souvent, qui accompagne la mère et le couple pendant la périnatalité, c'est-à-dire pendant la grossesse, ou voire même le désir de grossesse, l'accouchement et même le postpartum. Il s'agit d'un accompagnement qui n'est pas médical et qui soutient la personne, son client, donc pas un patient, d'un point de vue pratique et moral. Aux États-Unis, c'est très fréquent d'avoir recours à une doula pour son accouchement notamment. Les services de maternité proposent d'ailleurs bien souvent une liste de doulas avec lesquelles ils travaillent régulièrement.
Et là, elle est française, donc en plus, quand tu es une Française qui accouche aux US, tu as plein de questions quand même. Tous les tests sont pas exactement les mêmes. Et puis, en fait, finalement, je crois que tu as toujours peur que ta gynéco te conseille de faire un truc, tu dises oui et que ça te coûte 1500 balles. C'est bête, tu vois. T'as vraiment eu cette crainte tout du long de ta grossesse Truc. Oui, ça, j'ai vraiment eu... c'était vraiment le côté... Parce que j'avais une amie qui est canadienne, qui a accouché ici. Et genre, par exemple, elle a accouché au Cedar Sinai, qui est un énorme hôpital à LA où beaucoup de stars accouchent, etc. Et pas que. Et elle a demandé du Doliprane, je sais plus pour quelle raison, et ils lui ont fait payer, c'est bête, ils lui ont fait payer $20 la gélule. Je veux dire, tu vois, il y a des trucs, alors elle l'a pas payé, évidemment, c'est pris dans l'assurance, tu le vois ça que quand tu reçois la facture, tu vois. Est-ce qu'on peut expliquer, effectivement, c'est vrai que le coût des choses, ton assurance couvre beaucoup de choses, mais c'est hyper impressionnant parce qu'en France, tu reçois pas la facture qui te montre combien ça a coûté à ton assurance. Exactement. En fait. Et là, tu reçois ton truc et tu fais waouh, heureusement que je paye pas. Voilà, heureusement que je paye pas ou que je paye que certaines choses. J'ai pas coûté cher parce qu'au final, ils n'ont pas eu le temps de me mettre ni la péridurale, ni rien du tout. J'ai eu aucun médicament. Oui, alors un peu moins pour mon psychique. Mon périnée et ma tête aussi parce que franchement, j'ai souffert le martyre. Mais au moins, j'ai eu aucun médicament finalement. J'ai eu l'oxytocine. Et après coup, elle a été géniale parce qu'elle est restée en contact avec nous par WhatsApp parce qu'elle était en France, mais elle nous a beaucoup aidés. Parce que oui, mon mari il est bilingue et du coup il peut, mais il est pas médecin. Et du coup quand on m'a dit faut que je te donne l'oxytocine pour accélérer le truc, toi tu dirais oui parce que tu fais confiance et puis finalement t'es peut-être pas obligé de l'avoir tout de suite. Et donc du coup Mathilde me disait demande de le repousser. T'en as pas besoin. Après avoir perdu les os, tu peux mettre 12 heures pour accoucher, ou 24 heures même, je crois, ou je sais plus. Donc, eux, ils veulent que ça aille vite. Et du coup, moi je... Ouais, on t'avait pas vraiment donné l'option. En fait, on t'a dit, on va faire ça, on t'a pas dit, on va peut-être faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ça. Ouais. C'était donc, elle te permet d'être un peu... Moi, la manière dont vous me l'avez expliqué, le rôle de la doula, c'est que c'est ton advocate. Je sais pas comment tu dirais trop ça en français. C'est pas vraiment avocat, mais ton défenseur, la personne qui a ton intérêt vraiment à cœur. C'est ça. Surtout qu'aux US, on dit beaucoup qu'ils veulent que ça aille vite. Ils veulent que pour libérer le lit. Voilà, parce que plus ça va vite, moins ça coûte cher. Enfin, moi, plus ça leur rapporte, je veux dire plutôt. Donc, moi, ils m'ont dit prends l'oxytocine. Et quand j'ai dit que notre doula, alors ils sont un peu rigolés parce qu'ils nous ont dit elle arrive. On dit non, elle est par message parce qu'elle est en France. Tu vois, ils se sont dit normalement, tu vois, elle est là, la doula, elle n'est pas par message. Et ils ont dit oui, ok, on attend, mais la gynéco, par contre, elle a dit pas plus de 2 heures. Donc on a gagné du temps. Nous, on voulait repousser, je crois, Mathilde nous conseillait de 4 heures ou quelque chose comme ça. Et on a gagné 2 heures, on va dire. T'es bilingue, tu peux très bien parler la langue, mais au final, c'est pas ton... Ouais, il n'y a pas que la langue, en fait, qui t'y change, quoi. C'est ça. Alors oui, quand tu vas accoucher en France, tu connais peut-être pas non plus comment tout se passe, on est bien d'accord, mais tu peux peut-être plus poser les questions, c'est plus facile de comprendre. Entre la panique de me voir souffrir et tous les médicaments qu'on veut me donner, mon mari, il a géré, tu vois, mais c'était très bien qu'il y ait Mathilde de l'autre côté qui nous conseille. J'ai 30 minutes de douleur, mais finalement, ça a été, et tout le monde allait très bien. Mais je pense que on peut se dire qu'on est assez forte pour le faire toute seule, même à l'étranger. Enfin, en tout cas, moi, je me le disais pas forcément, parce que je me disais juste que mon mari allait gérer au niveau de la langue. Et en fait, non, je pense que la doula, ça aide vraiment beaucoup. Mais non, mais c'est un super conseil ça du coup à donner parce que les doulas, j'ai l'impression que ça commence un peu à être démocratisé en France. Oui, exactement. Mais il y en a pas tant que ça. Et puis on sait pas toujours exactement en fait en quoi ça consiste. Ouais. On sait pas si c'est un peu pour parler crûment du bullshit ou du vrai quoi. Mais c'est quelque chose qui est quand même vachement répandu et dans pas mal de pays finalement. Et c'est peut-être chouette en fait effectivement qu'on parle la langue ou qu'on la parle pas. Finalement, on connaît pas forcément le système de santé. On apprend à connaître son corps quand on accouche, même si c'est la 2e fois, même si c'est la 12e fois, tout se passe pas toujours pareil. Donc je pense que c'est un bon conseil à donner à des femmes qui donneraient naissance à l'étranger ou pas d'ailleurs. Ouais. Je faisais que dire à Mathilde, j'y arriverai, mais finalement, je pense que elle a vraiment été de très bons conseils et on était tous les deux rassurés avec Thomas quand elle nous répondait et qu'elle nous aidait à comprendre. Donc les cyberdoulas, c'est la doula du futur. C'est ça, il faudrait qu'elle rajoute.
Et alors, au moment où tu as accouché, donc c'était en plein milieu de l'été 2021, donc les frontières étaient encore fermées. Et c'est aussi là qu'il y a énormément de monde qui ont commencé à rentrer, moi la première, hein. Mais j'imagine que ça n'a pas été facile non plus, en fin de grossesse, de voir les gens qui commençaient à se retrouver et dire ok, moi je suis encore bloquée, ça commence à être long, enfin sans les visites quoi, parce qu'on sait que tu es bloqué là, mais le fait d'avoir revu les gens, pour les serrer dans tes bras, c'est différent quoi. Ouais, bien sûr. Ah non, ça a vraiment été difficile. C'était pas, je sais pas, j'en voulais à personne et j'étais très heureuse pour les personnes qui rentraient, etc. Mais oui, de mon côté, c'était peut-être une petite forme de jalousie aussi. Pourquoi pas moi? Alors après, je venais d'accoucher, donc de toute façon, c'était pas possible de rentrer. C'était difficile, et puis surtout, parfois, certaines personnes râlent sur le retour en France, alors que moi, j'étais bloquée. Et des fois, je me disais, mais par exemple, je sais pas, la France, c'est plus ce que c'était. La France, les gens râlent. Le français est râleur tout court, quoi. Oui, non, mais c'est vrai, mais moi aussi je râle. Moi aussi. C'est ça. Mais c'est juste que moi, de l'autre côté, tu vois, alors parfois j'ai coupé Instagram, où je regardais pas trop les personnes qui étaient en France, tu vois. C'était pas la peine de moi me faire de remuer le couteau dans la plaie, quoi. Comment ? De remuer le couteau dans la plaie. C'est ça. Et puis au final, j'étais contente pour ceux qui rentraient. Ouais. Mais moi, ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Après, voilà, elle est arrivée, donc j'étais super heureuse, tu vois, d'être, même si je voulais être avec ma famille et que ma famille soit là. Finalement, c'était pas possible. Mais bon, on était bien, on était aussi tous les 4, et puis il y avait mes amis présents aussi. Ça a été bien entouré quand même. Ouais, super bien entouré. Pareil, j'ai fait un post un jour où ça a été vraiment difficile, et j'ai eu tellement de messages, et j'ai des copines qui ont débarqué en un claquement de doigts. Voilà, j'étais vachement bien entourée quand même en tant qu'expatriée. Et je crois que tout le monde a très bien compris que c'est extrêmement difficile pour moi d'être loin de ma famille, toutes mes amies, etc. Et du coup, elles répondent présent vachement, et ça fait chaud au cœur, quoi. Et pour terminer la balade du jour, je vous laisse écouter le bruit de l'eau, de l'océan. Et malheureusement, je peux pas vous le faire écouter, mais présentement, il y a un soleil de fou, un ciel bleu juste magnifique. Ça, c'est vraiment le kiff de la vie en Californie, je pense. Il y a les surfeurs dans l'eau, les lifeguards dans leur cabane qui vérifient qu'il n'y a aucun problème. Voilà, juste le bonheur tout simplement. Et à quoi ça ressemble la vie à Los Angeles ? On a tout le temps des bouchons. Sur l'autoroute, oui, il y a beaucoup de bouchons. Après, nous, on vit beaucoup sur le côté de l'océan. Vous êtes du coup à Santa Monica, là où Alors non, on est à Playa Vista, mais c'est côté de l'océan quand même. C'est West LA finalement, vraiment le côté... Parce que LA, ça fait 100 km. Il me semble, si tu vas de l'océan à l'intérieur des terres où c'est encore LA, la vallée. Donc c'est immense. Et puis après, LA, c'est le soleil, les palmiers. Et finalement, quand j'ai déménagé en 2019, tous mes amis me disaient « Tu vas voir, t'as le soleil toute l'année, c'est le bonheur, etc. » Je suis arrivée en 2019, ma grande phrase c'était « Mais je m'en fiche en restant polie du soleil, ça ne change rien. » En fait, quand on avait annoncé à des amis, les Français, elle est de l'Est, mais... Elle a dit, tu vas voir, j'ai vécu 7 ans à New York, et avec un enfant, c'est pas la même, quoi, parce que pour l'allaitement, c'est beaucoup plus compliqué. Ici, tu la mets dans sa poussette, tu l'habilles vite fait, tu la mets dans sa poussette, t'es dehors. Là, tu mets 12 couches, tu mets la couverture, la bouillotte. C'est ça. Ah, la bouillotte, j'avoue, j'y avais pas pensé. Je mettais la petite bouillotte de graines là, dans le landau. Comme ça, il restait au chaud bien longtemps sur les jambes, sur le bidon. Ah, mais oui, non, mais c'est carrément une bonne idée, j'ai même pas pensé. Ça aurait été une bonne astuce. Je sais pas vous, mais perso, j'adore l'ambiance. Oh là, et présentement, chute, grosse chute.
Alors donc du coup, a priori, la vie à Los Angeles, ça te plaît. Qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie à LA ? À quoi ressemble ta vie en fait là-bas ? Quand on est arrivé, on était en visa investisseur, comme on disait tout à l'heure, en E2. Donc moi, j'avais le 3 et j'avais un permis de travail. D'accord. Pendant 8 mois, j'étais pas prête à travailler, c'était clair. Donc t'as un peu bossé ou t'as pas bossé ? Si, fin d'année, en fait, j'ai réussi à avoir mon permis de travail milieu d'année 2019. Et fin d'année, j'ai travaillé un petit peu, quelques mois. Et puis la pandémie est arrivée. Et du coup, ça s'est arrêté. D'accord. Tu bossais dans quel domaine ? Je travaillais pour une avocate à Los Angeles. Et après ça, on a perdu le 2 et on est passé en haut. Et le haut, l'épouse n'a plus le droit de travailler. Donc, après, en soi, je savais pas trop dans quoi travailler. Avant d'arriver ici, j'étais dans une fédération, j'étais chargée de com à la Fédération française de hockey sur gazon. Pas hockey sur glace, excellent. Attention. Ouais, du coup, je bossais dans la com, mais je sais pas, ici, j'avais pas forcément envie de faire la même chose. Bon, bref, de toute façon, je ne pouvais plus travailler. Puis, on a discuté ensemble avec Alison et puis avec toi de la possibilité de faire un podcast aussi sur l'expatriation. Ouais. Et du coup, on a décidé de se lancer dans ça. Donc bien évidemment, on n'est pas rémunéré, mais ça nous fait de super expériences. Ça occupe pas mal. Ça occupe énormément. Surtout qu'à l'époque, on sortait un épisode par semaine, un épisode Alison, un épisode moi, donc ça fait beaucoup de travail. On mixe les réponses. Je me permets une toute petite interruption parce que je trouve que Charlotte vous en dit quand même pas beaucoup sur son podcast. Ça s'appelle Whirlwind, le podcast. Whirlwind comme le tourbillon, W-H-I-R-L, Wind comme vent, W-I-N-D. C'est un podcast qu'elle a donc monté avec une de ses meilleures amies, elle aussi expatriée à Los Angeles, Alison. Et tous les 15 jours, elles tendent leur micro à une personne qui est partie vivre à l'étranger, ainsi qu'à une personne de son entourage qui est restée. J'ai eu la chance d'être invitée et de me prêter à cet exercice il y a exactement 1 an avec mon petit frère, et le résultat est très émouvant. Chaque épisode vous propose donc en fait de découvrir l'histoire d'un lien fort, que ce soit une amitié, des frères et sœurs, des époux, des parents avec leurs enfants. Et découvrir en fait cette histoire racontée à 2 voix, avec 2 perspectives très différentes. Et je vous recommande sincèrement d'y prêter une oreille. On y retourne. Finalement, j'ai Marcel à m'occuper, même s'il allait à l'école toute la journée. Bon, ça occupe. Qu'est-ce que tu fais pour le fun à Los Angeles ? Quels sont les trucs que tu aimes faire ? J'aime beaucoup faire des hikes. On marche pas mal, ouais. Des randos. Ça c'est vraiment notre truc. La plage, alors pas se poser sur la plage, mais aller marcher le long de la plage. On aime bien aller à Venice. Ouais. Il y a le skatepark méga connu, je pense qu'il est connu pratiquement mondialement, ouais. Je pense. Alors rando, on va dire le Griffith, parce que tu peux te garer en bas. Tu peux faire une petite rando pour arriver au Griffith, ou tu peux carrément faire sur les hauteurs de LA. Sur les hauteurs de LA, un peu plus vers downtown. On n'est pas au bord de l'eau là à ce moment-là. Tu montes, tu peux monter. C'est une petite rando, je dis pas 45 minutes peut-être ou un truc comme ça. Tu arrives au Griffith et après tu as largement de quoi faire en rando. Tu peux monter plus haut pour le voir d'en haut, puis avoir la vue sur downtown derrière. Enfin voilà, tu as un nombre de rando, hike autour dans ce coin-là. C'est vraiment magnifique. Et quand tu arrives du coup à l'observatoire, tu as une magnifique vue sur Los Angeles. Donc c'est vraiment cool. Tu peux aller faire les Hollywood Signs aussi. Tu peux monter derrière. Alors attention, il ne faut pas couper parce qu'il y a la police qui doit veiller et tu te prends une amende sacrément salée. Ah ouais ? Ouais, Quand il faut pas couper, faut pas... En fait, il y a quand même un chemin à prendre. D'accord. Alors il y en a plusieurs, mais parfois il y en a qui s'amusent à passer par en dessous pour arriver vraiment en dessous des signes. Parce que quand tu fais la rando, tu arrives au-dessus. Comme dans les films, quoi. Ouais. Que tu peux pas faire aujourd'hui. Et tu peux espérer arriver par en dessous, parce que finalement, quand tu fais la rando, tu arrives par au-dessus. Et donc, tu les vois pas. Enfin, tu les vois de dos. Et souvent, les gens veulent les avoir d'en dessous. Et tu peux pas les t'asseoir sur le haut de Hollywood, tu vois, genre comme dans les films. C'est pas possible, c'est pas autorisé. Mais voilà, celle-là, elle est vraiment chouette. Après, t'en as une autre qui s'appelle Runyon Canyon. C'est pas très long non plus. Et puis pareil, tu fais une boucle et tu as une magnifique vue. Tu peux y aller au coucher de soleil. C'est magnifique. Tu as plein de marches comme ça dans les montagnes avec des belles vues sur LA. Tu peux faire un tour sur le pier de Santa Monica aussi. Alors c'est très touristique, mais franchement, tu sais à faire au moins une fois quand tu vas à LA. C'est vraiment chouette. Moi, mon endroit favori, je pense que les personnes qui me suivent le comprendront, ce sont les canaux de Venise. Ouais. C'est splendide. Tu marches au milieu de maisons plus belles les unes que les autres. Tu peux te balader, il y a plein de maisons.
Elles sont toutes différentes les unes des autres, même si ça fait à peu près une 50aine de fois que je dois venir ici. Tous les jours, à chaque fois, je découvre un nouvel endroit, une nouvelle maison. Voilà, c'est juste le bonheur de se balader ici. Est-ce qu'il y a une spécialité, un truc à goûter absolument à LA? Je dirais les street tacos. En fait, tu as beaucoup d'endroits dans la rue, des petits camions où ils font des street tacos. Ouais. Et ils peuvent être très très bons. Après, à regarder un peu sur Google, tu vois, pour voir les notes aussi, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins bons. Ouais. Mais tu peux facilement te régaler et pour pas très cher. Après, il y a des restos, on va dire LA, c'est quand même très la culture, le culte du corps, le bien-être. Etc. Donc tu as des trucs où tu manges des avocados toast. C'est bon en même temps. C'est délicieux. J'adore ça, moi, c'est vrai. Donc tu as The Butcher Daughter sur Abbot Kinney, qui est aussi une rue assez sympa à faire et qu'on y va assez souvent. Et on mange très souvent une glace chez Salt and Straw. Mon Dieu, délicieux. Trop bien. J'en ai les papilles qui pétillent. Ouais, cette rue-là est assez sympa parce que le truc de LA, t'as pas beaucoup de rues commerçantes entre guillemets, tu sais comme. Ouais. En fait, il faut pas une vraiment rue piétonne, le centre-ville de. Non, c'est des malls. De Bagnolet comme ça. Voilà. Non, mais en fait le truc c'est que et là je l'ai revu avec ma belle-mère qui était là et j'étais comme ça quand je suis arrivée. Il faut pas espérer retrouver ce que tu as en France, aux États-Unis et encore moins à LA, je dirais, parce que tu te déplaces pas à pied, t'as pas de centre-ville. Est-ce qu'on peut aller au centre-ville? Mais il n'y a pas un centre-ville. Et c'est assez difficile finalement à concevoir que tu n'aies pas un centre-ville où tu puisses faire des boutiques, où tu acheter ton pain. Je veux dire, acheter ton pain à LA, les boulangeries qui sont à peu près bonnes sont aux quatre coins de LA. Ouais. Donc voilà. Mais Abbot Kinney, c'est quand même une rue avec des restos, quelques commerces. Voilà, ça te replonge un peu. Voilà, et une très bonne glace. Est-ce qu'il y a un petit conseil que tu pourrais te chuchoter à l'oreille, peut-être, je ne sais pas si c'est au début de ton expatriation ou peut-être quand les frontières ont fermé. Tu vois, est-ce qu'il y a un petit truc que tu pourrais te dire qui t'aurait peut-être aidé avec le recul en fait de tout ce qui s'est passé, même si c'est pas fini ton aventure ici? Je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que je suis contente d'avoir réussi à tenir le choc, parce que ce que je dis dernièrement, en tout cas à ma famille, à ma belle famille, c'est que si on était arrivé en janvier 2020, on serait rentré. Je pense que j'aurais pas réussi à surmonter. Tu peux pas rencontrer personne. Je peux rencontrer personne, même si les Français t'arrivaient quand même à te voir un petit peu avec la pandémie. Rencontrer des nouvelles personnes, je pense que quand même ça aurait été difficile. Heureusement qu'on est arrivé un an avant. Je suis assez, ça fait un peu prétentieux, mais assez fière du chemin parcouru. Tu peux être fière de toi ? Ouais, non, mais bon, après... Ça, c'est français, hein, de pas oser être fière de ça. Tu peux être fière de ça. Je suis fière de moi. J'ai eu un bébé aux US. Je veux dire, ma belle-mère, quand elle est venue nous voir en février 2019, donc j'étais au fond du trou. Elle était vraiment inquiète, tu vois, et elle me dit, tu sais, Thomas, il t'a toujours dit, si ça va pas, vous pouvez rentrer. Ouais. Et c'est vrai. Il m'a toujours dit. Et moi, j'étais un peu... À la fois, j'étais fière à me dire je vais quand même y arriver. Je suis pas non plus... je vais y arriver. En plus, on est là pour son entreprise. C'est la chance de sa vie, clairement. Une chance comme ça, je pense qu'elle ne reviendra pas deux fois. Donc, je devais y arriver, en fait. Ouais. Donc, j'ai réussi en 2019. 2020, on s'est pris un coup parce qu'il y a eu la pandémie. Et au final, on a réussi. J'ai eu un bébé aux États-Unis. Enfin, franchement, je pense que tu peux interroger ma meilleure amie ou des amis qui sont en France. Jamais de la vie, ils auraient imaginé que je puisse arrêter là où je suis aujourd'hui. Et être heureuse. Et être heureuse. Ah non, sincèrement, oui, c'est dur. Et ça me fait pleurer, oui, c'est dur. Mais il y a d'autres choses. On a vécu des trucs extraordinaires. Ça m'a énormément fait grandir. Ça m'a fait un peu couper le cordon. J'ai ma mère au téléphone tous les jours, qu'on se le dise. Mais voilà, ça m'a fait... je suis devenue... je l'étais aussi avant, mais quand même une personne à part entière. Je gère ma famille. Enfin, je sais pas comment dire. Je pense que ça m'a fait énormément grandir. J'ai moins peur de tout. Et puis en fait, t'apprends à te connaître beaucoup mieux, quoi. Ah ouais. En fait, parce que tu te retrouves confronté encore plus en fait à peut-être tes doutes, des choses que tu pouvais plus facilement ensevelir. Ensevelir quand t'étais en France, quoi. Ou aller me réfugier chez mes amis en France, chez ma mère. Là, il faut que je gère un peu plus. Qu'on gère nous en famille les trucs, quoi. Ouais. Donc ça fait grandir. Et franchement, l'expatriation m'a quand même changé. Ouais.
voilà, m'a fait mûrir. Je pense que je suis beaucoup plus forte, quoi. Très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Charlotte, c'était super cool. Merci à Léon d'avoir participé, c'était très sympa de la rencontrer. Et puis bonne fin de séjour bostonien. Ouais, merci. Merci d'être venu jusqu'à moi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai passé un super moment dans cette petite crêperie de Davy Square en banlieue de Boston avec Charlotte et Léon. J'espère que cette rencontre et cette discussion vous auront plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le faire savoir en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous écoutez, en donnant des étoiles ou en laissant des petits mots doux. Ça nous fait du bien personnellement et ça nous aide avec les algorithmes de découvrabilité des plateformes d'écoute. Bon et du coup, la semaine prochaine, on fait quoi ? Eh ben on écoute. Il y avait des enfants qui étaient vraiment avec des pathologies en fauteuil roulant, qui peuvent écrire qu'avec la bouche, par exemple. Hein. On parle de cerebral palsy. Ils étaient en classe avec tout le monde. Il n'y a pas cette, on va dire, ségrégation. C'est normal d'avoir un ascenseur pour les fauteuils roulants à l'école. C'est pas un truc waouh. Non, c'est normal de s'adapter à tous les enfants. Je voyais pour la remise des prix, pour monter sur le podium, il y a une rampe, le proviseur serre la main de l'enfant handicapé. On va pas dire je vais le donner à tes parents. Non, on est à égalité. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça j'aime. J'aime bien cette philosophie. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.